Salut tout le monde. Alors, quelques amis m'ont demandé de faire une petite vidéo pour... Attends, je vais fermer une fenêtre là parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je la fais du bureau, hein. Donc, Alors, quelques amis m'ont demandé de... Ils m'ont écrit, m'ont demandé si je pouvais faire parmi mes vidéos, si je pouvais parler un peu de mon ressenti par rapport à mes vacances au pays. Qu'est-ce que j'ai pensé du pays, qu'est-ce que j'ai ressenti, quoi. Donc c'est difficile, hein, parce que pour éviter les généralités. Mais bon, je vais dire un peu ce que j'ai pas préparé, donc je vais dire comme ça ce que j'ai ressenti. Donc ça va dans le sens de la vidéo. C'est un ressenti. Donc rien de préparé, voilà, rien de préparé. Alors, euh, moi, la première des choses que j'ai ressenti quand je suis arrivé, c'est un sentiment que rien n'a changé quand je suis sorti de l'aéroport. Voilà, c'est les mêmes routes, hein, les mêmes nids de poules. Voilà, là, entre Aya et Moroni, parce que je suis parti à Moroni avant d'aller au village, j'ai l'impression que rien ne changeait, quoi. Les routes sont pareilles, dégradées. Donc voilà, donc c'est le premier sentiment. Donc je suis arrivé à Moroni, la capitale pour moi reste inchangée. Voilà. Je n'ai pas vu euh, une quelconque modernité par rapport aux bâtiments, aux routes, par rapport aux infrastructures. J'ai rien vu de physique qui pourrait me dire, bon, ça bouge, quoi. Hein, contrairement à ce que j'ai vu quand je suis passé par Nairobi, la première des choses que j'ai remarqué, l'aéroport, je suis sorti et je suis parti à Nairobi, j'ai vu les bâtiments et tout ça. Il y a quelque chose de concret physiquement qui te dit, c'est un pays qui bouge, il y a un certain dynamisme moderne. Voilà. Donc ça, moi j'ai pas constaté ça à mon arrivée. Et, euh, et quand tu quittes ton pays depuis des années et quand tu reviens, tu as toujours cette tendance à attendre quelque chose. Quand tu arrives, tu as envie de voir quelque chose qui bouge. Là-dessus, j'ai rien vu. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas préparé. Là, je vais en désordre, hein. Après, au niveau des gens, de la société, en grande majorité, il y a toujours ce que je n'ai jamais aimé au pays, c'est-à-dire une sorte d'envahissement dans ton espace privé. C'est-à-dire il n'y a aucun respect de ta vie privée, dans le sens où on va te venir tenir tes cheveux et les dire pourquoi tu coupes pas tes cheveux, hein. Il a beau être mon aîné, il n'a pas à faire ça. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on considère que mes cheveux comme ça sont moches. Est-ce que, euh, c'est-à-dire les cheveux crépus sont moches et qu'il faut qu'on apprenne à les couper, ne les laisser jamais apparaître parce qu'ils sont moches, il faut les couper. On me dit qu'ils sont pas peignés, mais sur quels critères on va considérer que les cheveux crépus doivent être peignés pour être beaux. Voilà, donc il y a toujours des mamans, des jeunes, des papas. Quand j'étais au village, tout le monde me disait coupe les cheveux. Il y a même un prof j'allais acheter quelque chose dans une épicerie. Il y a un prof, un instituteur qui a à peu près l'âge de mon père, qui me dit la Jao, tu sais, personne ne va te le dire. Bon, on me le disait assez, hein, mais lui, il pense que personne ne me le disait. Personne ne va te le dire, mais tu es moche avec tes cheveux. Donc moi, parce que je t'aime bien, je veux te dire, il faut que tu coupes tes cheveux. Bon, sanguin un peu que je suis, je lui ai dit ta chemise est très moche. Je me suis pas permis de te le dire. Donc, et j'avoue aussi que tes lunettes sont très très moches. Il est parti avec un rire gêné, mais voilà. Donc j'ai dit chacun ses goûts. Tu as le droit de trouver que je suis moche avec mes cheveux, mais tu me laisses avec mes cheveux, quoi. T'as pas à me dicter de les couper. Voilà.
Donc, il y a ce manque de vie privée. Quelqu'un peut sortir de nulle part. Est-ce que tu t'es marié? T'as plus combien de gosses? Non, j'en ai pas encore. Ah, mais tu t'es pas marié au village? Mais pourquoi? Et il va partir dans une sorte d'explication. Voilà. Et après, il va te dire, mais qu'est-ce que t'attends pour faire des gosses? Il faut faire des gosses. Voilà, quoi. Donc, et on m'a répété ça 50 fois. C'est pas une fois, mais c'est souvent comme ça. Et je peux élargir la liste sur des remarques. J'étais en Bermuda. On m'a sorti. Tu es un cadre du village. T'as pas à te mettre en Bermuda. Donc, je devais mettre peut-être tout le temps un costume ou un kandou. Euh, voilà, quoi. C'est des choses comme ça. Et toi, tu dois te contenter de sourire. Pour pas qu'on dise que tu es devenu trop mzungu, ou il est pas sympa, il est asocial, des trucs comme ça. À la capitale, j'ai dû faire quelques petites choses administratives, excusez-moi. Donc je suis parti dans des bureaux à la Mamoué et dans d'autres bureaux. Et en fait, il y a un sentiment de désordre total, en fait. C'est-à-dire, quand tu rentres dans un bureau, tu te demandes, le bureau appartient à qui? Il y a beaucoup de monde dans le bureau. Tu ne sais pas, le bureau, c'est à qui travaille là-dedans, qui fait la queue, qui attend quoi. Et donc, toi, quand tu es habitué à un certain nombre une sorte de, un peu d'ordre, un peu de respect, vous entrez, vous faites un peu la queue. Alors, je sais que d'autres vont me dire, mais tu fais comme si tu n'as jamais vécu là-bas. Donc, déjà, moi, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 20 ans, donc j'allais aller à l'école, je revenais. Bon, je n'étais pas confronté trop à l'administratif, j'avais mes parents, j'ai eu mon bac, je suis parti. Et même, je sais que mon père n'est pas du type du désordre, hein. Lui, quand il va quelque part, il a envie de faire la queue. Donc, moi-même, quand j'étais là-bas, dans mes souvenirs, je, je n'aimais pas le désordre. Voilà. Et comme d'autres personnes qui sont là-bas détestent le désordre. Donc, mais il y a il y a ce désordre quand vous rentrez dans un bureau. Vous savez pas, vous avez ce sentiment d'agression, qu'on vous étouffe, parce que vous savez pas comment demander, à qui demander, et on vous regarde quand vous êtes là, vous attendez votre tour, les gens vous regardent, il est bête lui, qu'est-ce qu'il fout là, debout, il attend quoi? Limite, c'est qui cet individu? En fait, il faut que tu rentres dans le move, quoi, dans le move du désordre. À la pharmacie, euh, ton ordonnance, j'allais acheter un truc pour ma mère, un médicament pour ma mère, ton ordonnance, il faut pas que tu attendes la queue. Il faut que tu t'agglutines avec tout le monde pour glisser ton ordonnance à la personne qui est derrière et qui va le prendre ou prendre. Voilà, c'est étouffant, ça. C'est quelque chose de. Moi, j'ai ressenti ça comme étouffant. Et ce désordre, même, il est quand vous arrêtez un taxi. Limite, il n'y a pas à faire comme ça pour l'arrêter. Il passe, Caltex, volo volo. Tu regardes, il répond pas s'il va pas. Donc vous n'attendez pas qu'il s'arrête, que tu lui dises est-ce que vous allez à tel endroit? Non. Et qu'il dise non, j'y vais pas. Non. Tu envoies en l'air et lui, si c'est bon, il s'arrête. Tu y vas. Enfin, après, chaque pays a ses mœurs, hein, j'allais dire. Mais c'est un sentiment que et je suis pas le seul parce que une fois je suis passé à Alcatex, j'ai vu une fille qui vit ici. C'est une blédarde comme moi, hein. Et elle m'a dit qu'elle était là-bas depuis 15 minutes et elle n'arrivait pas à arrêter un taxi pour aller à Badjanani en fait. Et j'étais obligé de rentrer là et de lui arrêter le taxi, de la faire monter et dire au mec qu'elle va à Badjanani. En fait, c'est pas qu'elle pouvait pas arrêter, mais il y avait. J'ai compris ce qu'elle ressentait. Il y avait une sorte de désordre qui l'étouffait, qui faisait qu'elle avait même peur d'arrêter le taxi, je pense. Voilà. Donc, au type du hadaï, hein, c'est juste un sentiment d'étouffement. Voilà. Après, moi j'étais parti pour le mariage de mes parents. Voilà, mon père a fini par accepter. Et nous, on a contribué à ce mariage. Parce que, bon, comme quoi ça finit par rattraper tout le monde. C'est dire la puissance
de ce phénomène et qu'on voulait faire plaisir aux grands-parents. Mon père a fini par craquer, il a accepté. Donc on est tombé dans la chose. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans mon livre, je dis il faut légiférer. Il faut que l'interdiction ou la réforme ou je ne sais quelle solution vienne par la législation. Parce que c'est comme ça on pourra lutter contre ça. Mais l'individu tout seul finit par être pris dans le mouvement, dans le phénomène. Parce que c'est devenu comme l'impôt sur le revenu. Voyez-vous? Donc, quand vous êtes au village, vous n'avez pas fait, vous êtes considéré comme si vous n'avez pas payé vos impôts, en fait. C'est ce sentiment que j'ai ressenti avec le grand mariage. Mon oncle me disait, qui est un intellectuel, en tout cas qui est un diplômé, il me disait, tu sais, mes parents, mes arrière-grands-parents ont participé à cet impôt. Jusqu'à nous, il y a eu une distance entre nous et vous, personne ne l'a fait. Et donc on est vu comme si on n'a pas pris part à l'impôt sur le revenu. Voyez-vous? Donc cela participe à la pression qui fait que tu dois ou tu te sens obligé de faire le grand mariage. Et c'est pour cette raison que moi je pense qu'il faut que ça soit par le législateur. Parce que l'individu tout seul, pour lutter contre ce phénomène, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est comme si tu es dans une communauté, on te disait, toi, tu n'as pas participé à l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on faisait, il y avait des enveloppes qui allaient pour les places publiques, il y avait des enveloppes qui allaient pour les mairies, il y avait des enveloppes qui allaient pour je ne sais quelle fonction ou quelle institution. Moi, je suis contre cela, parce que je pense que l'impôt doit être prélevé par l'État, pas par un phénomène coutumier, où on ne sait même pas d'où il sort, qui... Alors, ma position sur le grand mariage, moi, je l'ai déjà donnée, donc j'ai pas envie de revenir. Moi, j'ai rien contre le fait d'organiser son mariage d'une manière coutumière. J'ai tout contre le fait que ça te donne un statut dans la société de décision. Voilà. Alors que le grand mariage n'apporte aucune compétence à la personne qui a fait le grand mariage. Et moi, je suis pour que on ait la liberté d'organiser son mariage d'une manière coutumière, d'une manière folklorique. Il faut qu'on enlève le côté politique, le côté, euh, oui, le côté politique du mariage. D'autant plus que j'ai donné aussi certaines raisons qui font que je suis contre le grand mariage tel que c'est aujourd'hui, parce que oui, économiquement, immédiatement, on achète du riz, on achète des choses, mais ça ne crée pas d'emploi. Ça ne crée pas d'emploi. Et cet argent qui pourrait créer des emplois à travers des entreprises, et chaque année, on vient, on gaspille cet argent à acheter du riz, à acheter de la viande, mais ça ne crée pas d'emploi. Et quand toute une population ne fait que ça, personne ne viendra créer de l'emploi à notre place pour lutter contre le chômage. Donc, les gens qui disent mais vous n'arrêtez pas de parler du grand mariage, c'est comme si ils disaient arrête de parler de l'éléphant qui occupe toute la place dans le salon, quoi. Donc vous avez un éléphant qui occupe le salon et il faut pas en parler. Bon, mais la vidéo n'est pas sur le grand mariage. Mais le grand mariage de mes parents m'a permis de voir autre chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim, en fait. On se ment. J'ai vu des mamans, des vieilles personnes, c'est touchant, qui, qui venaient pour pouvoir manger. Et tu sens la famine qui les frappe. Et on continue à se mentir. Qui courent pour ramener un peu de riz à la maison. Des gens qui tournent autour de la maison pour pouvoir manger. Il n'y a pas que chez moi, c'est à chaque endroit où il y a un grand mariage. Tu vas voir des gens qui vont tourner autour pour pouvoir manger.
Et moi, j'observais cela. Je voyais des vieilles personnes, surtout des personnes âgées. Tu sens qu'elles ne mangent pas à leur faim. C'est pas juste le plaisir de manger en groupe, hein. Non. J'ai vu des gens qui crèvent la dalle. Tu le sens. Et nous, on continue à se mentir. Et c'est le seul moment, les grands mariages qui continuent comme ça, qui font que certaines personnes peuvent manger à leur faim. Qui peuvent même faire des courses en allant de grand mariage en grand mariage et ramener de quoi manger pour la semaine ou pour le mois. Oui, il y a des gens qui ont faim au bled. Et on se ment à travers le m'as-tu vu, le paraître, ces grands mariages, ces fêtes ostentatoires. Et on oublie qu'il y a des gens là qui crèvent. On se ment entre nous. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'ai pas préparé la vidéo. Là, je vais au feeling. Côté économique, bon, il y a quelques banques. Il y a quelques banques qui essaient de moderniser leur fonctionnement. Il y a quelques entreprises, mais des petites entreprises, quelques restaurants. Donc les gens se débrouillent pour créer une petite épicerie ici, un petit taxi par là. Voilà, quelques banques, la fonction publique. Mais il n'y a rien, il y a aucune politique à long terme au niveau du gouvernement pour montrer qu'il y a une orientation qui est celle-ci pour créer des entreprises, pour que d'ici 10 ans, on éradique le chômage, ou d'ici 20 ans, ou une politique économique qui fait qu'on va insister sur tel secteur, parce qu'on a vu que par rapport à notre pays, on serait mieux placé sur tel ou tel secteur. Il n'y a aucune politique à long terme. Voilà. Donc, oui, il y a certaines des petites choses, mais économiquement, ça bouge pas du tout. Ça bouge pas du tout. Ça bouge pas du tout. J'ai pas vu ce que j'ai vu en un jour à Nairobi, c'est-à-dire ce dynamisme économique. Une ville qui vit jusqu'à 4 heures du matin, tu sens que ça bouge, tu sens que, voilà, ça sent. Là-bas, au Comores, on sent pas ça. On est dans l'économie, la petite économie, la débrouille. Voilà. Il n'y a pas. Après, mais bon, là, je ne vous apprends rien que vous ne connaissiez. Mais je rajouterais que la dernière fois, j'étais avec une amie, on discutait sur cela. Est-ce qu'on va pouvoir un jour, il y aura un jour des leaders qui pourront changer tout ça? J'ai envie de dire, vu ce que je vois, non. Parce que les seuls qui sont au contact du monde, qui sont au contact de la modernité, qui sont au contact de ce qui se passe dans le monde, qui pourraient imiter ou copier ou avoir les compétences qui ont été dans les grandes entreprises, qui ont été au contact de ce qui se passe de mieux dans le monde, qui pourraient reformer le pays et donner une orientation lointaine, ces gens-là ne vont jamais être élus s'ils se présentent aux élections présidentielles ou ils se présentent dans tout ce qui est politique, d'accord? Parce que la société, les électeurs ne sont pas prêts à les choisir, ils les trouvent trop wazungu, ils les trouvent trop occidentaux, d'accord? Et d'ailleurs, ça me permet de dire à quel point la religion a une grande emprise aux Comores, mais ça fera l'objet de notre sujet, une grande emprise, une mauvaise utilisation de la religion. Voilà, donc les gens qui pourraient changer les choses sont pris pour des wazungu, ils sont pris pour des occidentaux, ils se prennent pour le je ne sais quoi. Donc ces gens-là, on va jamais les choisir. Donc on va toujours choisir ceux qui ne savent pas choisir leur costume. Et moi, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'habille bien va être meilleur. Je dis, Safarini, tu vois, un villageois ne pourra pas changer ce pays. Quelqu'un qui a une mentalité villageoise, qui va prendre des costumes plus longs que lui et des chaussures de je ne sais où, encore une fois, je ne dis pas qu'un bon sapeur va changer le pays, mais ça montre, je veux dire, un villageois qui ne pourra pas reformer ce pays. Il faut quelqu'un qui est ouvert au monde.
pas quelqu'un qui a l'esprit villageois. Allez, comme Safarine. Safarine, ça veut pas dire que quelqu'un qui est né au village. Moi, je suis de Safarini, je suis pas né à Moroni. Mais un esprit villageois. D'accord. Un type comme ça, il pourra pas changer ce pays. Et ces gens-là ne vont jamais être élus. Et même, ils ne veulent pas prendre part à ce jeu politique. La plupart, soit ils sont dans des organismes internationaux, soit dans des entreprises privées, soit à l'extérieur, soit ils vivent aux Comores, mais ils vivent à la marge, ils vivent leur vie avec leurs petites femmes et leurs enfants. Ils ont créé une sorte de petite bourgeoisie. Je ne dis pas que la petite bourgeoisie que j'ai vue là-bas doit conduire le pays. Je veux dire, ils sont entre eux, ils gagnent leur vie. Quand ils étouffent, ils partent à l'extérieur et ils reviennent. D'accord. Ils passent les vacances ailleurs. Mais c'est eux qui peuvent donner quelque chose, un dynamisme. D'accord. Le reste de la société a d'autres priorités, qui est le grand mariage. Voilà, tout simplement. Ceux qui pourraient changer les choses, ils sont dans la marge. Soit ils sont mis dans la marge, ou ils se sont mis dans la marge parce qu'ils ne supportent pas une certaine mentalité, ou parce qu'ils ont compris que la société n'est pas prête à les choisir. Parce que la société est encore enfermée dans ce que doit être un Comorien, comme s'il y avait juste une seule façon d'être Comorien. Donc il faut participer à leur fête, à leur grand mariage pour qu'ils t'acceptent. Eh ben, ils ne viennent pas. Donc vous prenez ceux qui viennent dans vos darasa, dans vos maoulides, dans vos grands mariages. Ben, ces gens-là, ils vont jamais réformer votre pays. Ils viendront faire des khutbahs, ils vont conduire des prières, mais ils n'ont pas la compétence de changer le quotidien, votre quotidien. Voilà. Raison pour laquelle, moi, je pense que le premier combat à mener, c'est le combat des mentalités. Et c'est dans ça que je m'inscris. Voilà. Donc, c'était une vidéo non préparée pour satisfaire à la demande de certains amis. Sans doute qu'on reviendra encore et encore sur ces sujets-là. Bonne journée à vous. Salut.